Vous écoutez l'épisode 2 du podcast e-commerce Geeks. Nous allons aujourd'hui discuter de la personnalisation dans l'e-commerce, ses bénéfices pour vous et vos clients, et comment vous pouvez l'utiliser dans votre stratégie marketing. Bonjour et bienvenue sur e-commerce Geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Yohan Bassinet et Irina Nikou, et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonjour Irina. Bonjour Yohan. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va bien. Tu sais, avec ma sœur et mes parents, on s'est pris un abonnement Netflix et dans un même abonnement, en fait, tu peux avoir plusieurs comptes utilisateurs différents avec chacun ses films et ses séries en favoris. Et donc, le week-end dernier, on avait envie de regarder une série ensemble et ce qu'on a remarqué, c'est que les images de couverture de séries, elles n'étaient pas les mêmes entre nous. Par exemple, pour une même série, mon père avait plutôt des scènes d'action ou la mise en avant de héros, alors que ma sœur, c'était plutôt le côté sentimental d'un film, je dirais. Par exemple, avec des images de couple. Et en fait, ils ont mis en place un algorithme qui analyse l'historique des séries que tu as regardées. Et en fonction de ça, en fait, ça te personnalise les images de couverture selon tes goûts. Et je lisais une étude en fait sur le comportement des utilisateurs de Netflix. En moyenne, on passe 2 secondes à se décider ou pas de regarder un film. Et les paramètres vraiment importants qui aident à la décision, c'est vraiment le titre et l'image de couverture. Oui, en effet. Et je crois qu'ils avaient aussi découvert que si quelqu'un ne trouve pas un film à regarder sur la plateforme dans moins d'1 minute, il perd l'intérêt. Donc si un utilisateur revient plusieurs fois et qu'il ne trouve rien d'intéressant, en fait il y a un grand risque pour Netflix qu'il arrête son forfait. Apparemment le système de recommandation ferait économiser à Netflix $1 milliard tous les ans. Ou plus, je crois, parce que j'avais entendu ce chiffre il y a quelques années, il me semble. En même temps, vu qu'il y a très peu de gens qui savent exactement ce qu'ils souhaitent regarder et qui font une recherche précise, donc peut-être à part les séries, il serait très difficile de trouver le film qui t'intéresse rapidement parmi des millions de films. Je crois qu'il y a plus de films que tu ne peux regarder dans une vie. Alors, je dirais, vive le machine learning. Sinon, on passerait nos samedis soirs vraiment à rechercher des films plutôt qu'à les regarder. Bon, principe, car personnellement, j'abandonne assez vite. Sur Google, c'est pareil. Ça me rappelle d'ailleurs une blague, tu l'as peut-être entendu. Le meilleur endroit pour cacher un corps, c'est la seconde page de résultats de Google. Donc forcément, si t'as pas trouvé ton bonheur dans les premiers résultats, allez, peut-être la première page, tu passes à autre chose. Personne n'a la patience d'aller plus loin sur la 2e ou la 3e page de résultats. Et finalement, le moteur de recherche fonctionne comme un moteur de recommandation personnalisé, un peu comme sur Netflix. Leur algorithme, Google Rank Brain, il est capable de comprendre le contexte du contenu d'une page web et de trouver une correspondance entre le contenu et l'intention de la personne qui fait la recherche. Oui, c'est la même chose sur les autres sites comme YouTube, Facebook, les recommandations Spotify. Et d'ailleurs, quand tu y penses, la personnalisation dans le commerce, c'est pas un concept nouveau. Jusqu'au début du XXe siècle, la plupart des entreprises dans le B2C, c'était principalement des boutiques de quartier. Donc, le vendeur, il devait connaître ses clients et retenir leurs préférences sur ce qu'ils achètent, combien de fois ils viennent, où ils habitent. On avait vraiment à cette époque une approche personnalisée. Puis, avec les débuts du marketing de masse, donc au cours des années 20, c'est complètement l'inverse qui s'est passé. En fait, la tendance pour les grandes sociétés a été de promouvoir les produits en utilisant les journaux, la radio, la télévision. Et
Pour communiquer, l'idée principale était de trouver un média de masse, une cible, et de diffuser le message. Le but était d'atteindre un maximum de personnes sans vraiment faire de personnalisation. Donc essayer de persuader une large audience qui a des besoins différents d'acheter la même chose. Et petit à petit, c'est vraiment devenu la chose à faire en marketing. Il y a d'ailleurs un livre qui est paru en 93, The One-to-One Future, de Don Pepper et Martha Rogers. Donc on est vraiment au début d'Internet. Et c'est un livre qui, à cette époque, a été novateur dans sa manière de penser le marketing. Ils ont mis en avant en fait le fait qu'on est en train de se diriger vers une époque où le marketing de masse ne sera plus une méthode efficace pour se démarquer de la concurrence. J'ai vraiment trouvé ça intéressant parce qu'en 93, ils prédisent que dans le futur, en utilisant la technologie et ça sous-entend Internet, il sera possible de communiquer directement aux consommateurs de manière personnalisée, tout en s'adressant à un grand nombre de personnes. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il faut revenir à la base du marketing, comme à l'époque avant le marketing de masse. C'est-à-dire que l'on connaît bien les besoins de chaque client pris individuellement et que l'on arrive en même temps à déployer à grande échelle ces campagnes marketing en utilisant la technologie. Et ce livre explique aussi que détenir une grande quantité de données sur les consommateurs avec un niveau de détail sur chaque individu, ça deviendra un avantage compétitif pour les entreprises. Étant donné que la relation client personnalisée elle sera de plus en plus importante. Et on le voit, c'est clairement la tendance aujourd'hui. Effectivement, on s'attend de plus en plus à ce que l'expérience d'achat soit personnalisée. Personnaliser le marketing est devenu une nécessité car il faut répondre aux attentes des consommateurs. Comme pour l'UX, donc le design des sites, les attentes des consommateurs sont modelées par l'expérience qu'ils ont sur d'autres sites. On est habitué par exemple à voir le logo à gauche, à cliquer sur le logo pour arriver sur la page d'accueil. Il y a énormément de détails et de comportements qui sont aujourd'hui devenus des standards dans le web et l'e-commerce. Et vu que des sites connus comme Amazon sont capables de proposer des expériences d'achat de plus en plus personnalisées, on a tendance à avoir moins de tolérance envers les sites qui ne proposent pas une expérience aussi personnalisée. Et au fur et à mesure, ça va devenir le standard. Les études montrent qu'en fait, la personnalisation est perçue par les internautes comme une fonctionnalité du site, une fonctionnalité qui leur facilite l'achat. Et on pourrait même dire que l'absence de la personnalisation est vécue comme une mauvaise expérience. Certains le perçoivent comme une méconnaissance de leurs besoins ou même un manque de respect par rapport à leur temps. Donc ça permet de créer une expérience client unique et agréable qui donne envie de revenir. Mais il y a bien sûr bien plus d'avantages pour un e-commerçant à utiliser la personnalisation. Et le plus important, c'est l'amélioration du taux de conversion. En mettant en avant sur le site des produits qui correspondent parfaitement aux besoins de chaque client, il y a forcément plus de chances qu'ils achètent. D'ailleurs, d'après une étude récente d'Accenture, presque tous les consommateurs qu'ils avaient interviewés, 91% d'entre eux, se disaient plus enclins à acheter sur un site qui les reconnaît, qui les comprenne et leur présente des recommandations adaptées à leurs besoins. Oui, c'est vrai, l'expérience d'achat est importante et elle pose vraiment les bases de la relation entre le client et la marque. Et dès le départ, chaque petit geste et détail compte. Je suis d'accord. Et à mon avis, il est important de voir la personnalisation non pas comme une simple technique marketing, quelque chose de plus à faire, juste pour le faire. Plus que ça, il s'agit vraiment de changer la façon d'interagir avec les clients. Du côté des clients, aussi, la personnalisation apporte pas mal d'avantages. En leur facilitant le choix, ils gagnent du temps et le shopping en ligne est beaucoup moins stressant. Imagine que tu es au supermarché et que tu veux acheter du temps.
Tu arrives au rayon conserve et t'as devant toi un mur de 4 mètres de long avec des centaines de boîtes de thon. Je parie qu'au lieu d'être ravi, tu seras plutôt angoissé. Enfin moi en tout cas, autant j'aime bien avoir le choix. Si je regarde où le thon a été pêché, si c'est en miette ou pas, avec d'huile ou en jus, enfin tu vois le truc, je devrais passer au moins 10 minutes à scanner les options et faire mon choix. Alors que si le supermarché connaissait mes préférences, il m'aurait présenté par magie que les quelques options qui m'intéressent. J'aurais gagné du temps et j'aurais moins épuisé mon énergie. Oui, au moins avec Internet, c'est possible. Et avec la quantité d'informations, il serait difficile de s'y retrouver sans les algorithmes pour nous aider à trier l'information et à faire notre choix. Exactement. En fait, trop de choix épuisent notre cerveau. Il y a le livre Le paradoxe du choix de Barry Schwartz, si je me rappelle bien, qui parle en détail de cette idée. Et d'après lui, il y aurait encore d'autres inconvénients auxquels j'avais même pas pensé. Par exemple, quand l'utilisateur a trop de choix, il pourrait se demander si les autres options n'auraient pas été meilleures. Ou aussi, s'il fait le mauvais choix, il est plus facile pour lui de culpabiliser. Plus facile de culpabiliser que s'il aurait eu un nombre limité d'options, par exemple. En plus, limiter le choix et offrir un nombre restreint d'options, mais personnalisées, ça aide pas mal à améliorer les conversions. La façon la plus simple consiste à regrouper les clients dans des catégories en fonction de leur profil, par exemple leur âge ou leur ville, des préférences qu'ils ont exprimées et que l'on a identifiées. Et faut bien sûr segmenter en fonction de catégories pertinentes. Et le but ensuite va être de délivrer des messages, des expériences personnalisées à chaque groupe. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'on peut vraiment automatiser la segmentation pour personnaliser les emails, par exemple. Et avec des outils comme ActiveCampaign, on peut segmenter en temps réel les clients en fonction de leur comportement sur un site e-commerce. Par exemple, en fonction des pages produits qu'ils regardent, des contenus qu'ils consomment, on peut automatiquement les mettre dans des catégories et ensuite déclencher des campagnes personnalisées. Et ce que je trouve fascinant aujourd'hui, ce sont les progrès de l'intelligence artificielle et notamment du machine learning et la vitesse à laquelle ça devient accessible à tous pour n'importe quel marketeur. J'avais écrit un article il y a quelques années sur quel est le meilleur jour et la meilleure heure pour envoyer ces campagnes d'emailing. C'est un de nos top articles qui génère le plus de trafic sur Convertera. Et ça montre que c'est vraiment une question que les gens se posent. Et je me souviens quand je travaillais sur le site e-commerce des éditions Belin, une des choses que l'on testait régulièrement, c'était justement le timing d'envoi des campagnes d'emailing. Donc essayer de savoir vraiment quel est le bon moment pour un envoi. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu peux automatiquement envoyer l'email à ton client, donc au meilleur moment où il est le plus susceptible de l'ouvrir, et en fonction de son historique d'ouverture des emails et de son engagement. J'avoue que c'est une fonctionnalité super pratique, car on peut toujours essayer de voir quand nos clients sont en ligne, suivre les meilleures pratiques, mais rien ne sera mieux qu'un email qui arrive pile poil au bon moment, et surtout quand la personne qui le reçoit est en mode shopping. Le machine learning change vraiment les règles du jeu. On ne base plus nos décisions sur des suppositions, mais sur des données. L'algorithme sait apprendre, s'adapter et faire évoluer ses recommandations en fonction de ton comportement, de tes intérêts, et tout cela en temps réel. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il est capable d'identifier des relations entre les données qu'un humain ne pourrait pas percevoir ou imaginer. Dans le cas de Netflix, il peut prédire, par exemple, que si tu aimes Keanu Reeves, tu vas aussi aimer Black Mirror, par exemple. Bon, aucun lien, mais l'algorithme est capable de trouver un lien caché entre tous ceux qui aiment telle série et faire une prédiction efficace. D'ailleurs, il y a un exemple intéressant, plus ancien cette fois-ci, sur l'efficacité des recommandations personnalisées. Et c'est l'histoire de 2 livres d'alpinisme. Bon, forcément, comme la montagne me tient à cœur, c'est celui qui m'avait marqué. Il s'agit d'un livre, La mort suspendue, qui n'avait pas vraiment rencontré de succès quand il était sorti. Et il a été vite oublié. Et
Et en fait, 10 ans plus tard, Tragédie à l'Everest est publié, pareil, un livre sur l'alpinisme, et ça a été un succès fulgurant. Étrangement, au même moment, les ventes pour l'Amorce suspendue, donc le premier livre, ont commencé à reprendre. Et plus que ça, ce livre dépasse Tragédie à l'Everest et devient un best-seller. Il y a d'ailleurs, je crois, même un film basé sur l'histoire. Intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, tout cela est arrivé grâce à l'algorithme de recommandation d'Amazon. Les gens qui avaient acheté le livre sur l'Everest ont été incités à découvrir l'autre livre qui n'était ni connu ni nouveau. Mais les lecteurs avaient finalement beaucoup apprécié cette suggestion. Et cela a eu un effet boule de neige. L'idée, c'est qu'en proposant d'une manière hyper personnalisée des produits pas très populaires qui peut-être prennent la poussière dans l'entrepôt, on fait découvrir aux internautes des petites pépites qu'ils vont apprécier. Prenons le cas d'une librairie. Un libraire aurait préféré ne mettre en avant que les best-sellers, car forcément l'espace physique est limité. Mais sur un site e-commerce, c'est toute une autre histoire. D'ailleurs, sur Amazon, le volume de vente de produits pas très populaires mais nombreux dépasse celui de best-sellers, par exemple. Bon, après, les recommandations ne sont qu'une des manières d'utiliser la personnalisation dans l'e-commerce. Oui, il y a plein de choses à faire directement sur le site e-commerce avec du contenu personnalisé. On peut, en fonction d'un segment de clients ou type de visiteur, afficher du texte, des images spécialement conçues pour l'utilisateur. Par exemple, avec HubSpot, ils ont une fonctionnalité Smart Content qui permet de déployer à grande échelle la personnalisation. En fait, au fur et à mesure que tu collectes des informations sur les clients, tu vas pouvoir utiliser ces données pour les segmenter et communiquer de manière plus personnelle. De là, tu peux afficher des informations spécifiques sur le site à un segment de clients précis. Ça peut être des promos, des messages spéciaux, etc. Et pareil avec Google Optimize. Avant, il permettait principalement de faire des A/B testing sur les pages. Et dernièrement, ils ont en fait ajouté une nouvelle fonctionnalité de personnalisation. Et en fait, ce qui est possible de faire, c'est de la personnalisation spécifique à une campagne. Par exemple, quand on diffuse des publicités sur Facebook, on peut montrer sur le site les mêmes textes que celui de l'annonce, seulement pour le trafic qui vient de cette campagne, pour avoir plus de cohérence. On peut aussi personnaliser les contenus en fonction de l'emplacement géographique du visiteur. Par exemple, pour un site e-commerce de vente de t-shirts, on pourrait montrer des images de personnes portant des t-shirts au bord de la plage pour les visiteurs situés dans le Languedoc. Et plutôt des images de personnes à la montagne pour des visiteurs situés dans les Alpes. Et ce qui est aussi très efficace pour certains types de produits, c'est la personnalisation des résultats du moteur de recherche interne du site. Par exemple, si j'achète régulièrement des vêtements de femmes sur un site, quand je reviens sur le site et que je fais une recherche par le mot-clé pull, par exemple, je verrai plutôt des modèles de pulls pour femmes que pour hommes. Ça peut être assez pratique. À propos de la personnalisation de l'offre, je sais pas si tu te rappelles la campagne d'emailing qu'on a fait récemment pour un de nos clients avec le compte à rebours. Je vais l'expliquer pour les auditeurs, car c'est à mon avis le genre de personnalisation qui fonctionne très bien et peut être très utile. Ce qu'on a fait, en fait, c'est que nous avons mis en place des campagnes d'email automatisées avec des offres personnalisées qui expirent à des moments différents pour chaque client. Donc la nouveauté, c'est qu'on a inclus un compte à rebours personnalisé dans l'email. Grâce à Deadline Funnel, l'outil qu'on a utilisé, le client il retrouve ce même compte à rebours sur la landing page et même sur le site. Donc le tout est synchronisé. Donc peu importe si quelqu'un a reçu l'email sur mobile et qu'ensuite il visite directement le site sur son ordinateur, en fait le compteur sera mis à jour en temps réel et personnalisé par rapport à son offre. D'ailleurs, vu qu'en moyenne on a tous aujourd'hui au moins 3 appareils, il faut bien tenir compte de cet aspect quand on fait du marketing personnalisé. L'expérience d'achat doit être personnalisée, oui, mais surtout cohérente, peu importe comment quelqu'un choisit d'interagir avec la marque. Un autre point que je voulais aborder dans ce podcast,
c'est les données personnelles. Parce que quand on fait du marketing, c'est génial de pouvoir utiliser les données pour améliorer ses ventes. Mais en tant que consommateur, il y a des choses qui peuvent faire peur. Euh, je pense que c'est plutôt une question d'équilibre. Réussir à répondre aux attentes des clients sans pour autant passer du côté obscur de la personnalisation. En fait, en tant que consommateur, tu compares la valeur que t'apporte la personnalisation à ce que tu dois donner en échange, c'est-à-dire tes données personnelles. Et tu sais, dans l'étude d'Accenture dont je parlais au début, sur 8000 personnes, si je me rappelle bien, plus de 80% se disaient prêts à partager leurs données avec les entreprises pour pouvoir en échange bénéficier d'une expérience personnalisée. Je trouve que 80%, c'est énorme. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces chiffres ont pas mal évolué dans l'espace de quelques années. Il y a 3 ans, dans le même rapport, ils étaient beaucoup moins à penser ça, donc les mentalités changent. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de Netflix, je lisais que la majorité des abonnés Netflix n'ont aucun problème avec l'utilisation de leurs données par la plateforme, qu'ils estiment que la valeur reçue, donc trouver facilement des films qu'ils aiment, justifie ce partage de données. Finalement, atteindre l'équilibre, ce n'est pas si compliqué. Je dirais qu'il y a juste quelques règles de base à respecter pour tout petit commerçant. Premièrement, être transparent et donner autant que possible le contrôle aux utilisateurs sur leurs données. Le RGPD nous a un peu tous poussé à accélérer tout ça, ce qui est très bien. Et deuxièmement, surtout, offrir des bénéfices directs et réels à ses clients grâce à la personnalisation. Cool, peut-être qu'on peut finir sur ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que la personnalisation, c'est un excellent moyen d'améliorer vos conversions et de construire une relation à long terme avec vos clients. Faut revenir au one-to-one, à une conversation humaine. Si auparavant c'était compliqué, aujourd'hui avec la technologie ça devient simple. Les solutions de personnalisation sont de plus en plus accessibles, même celles qui utilisent l'intelligence artificielle. Et gardez à l'esprit que ce n'est pas réservé qu'aux grands comptes. Si vous avez aimé ce 2e épisode, abonnez-vous au podcast sur votre appli préférée. Ça vous permet d'être au courant de la sortie de prochains épisodes pour ne rien manquer. Aussi, si vous appréciez e-commerce geeks, on vous invite à aller sur Apple Podcast et nous laisser une évaluation. Ça nous aide énormément pour faire connaître ce podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite.